En 1815, Fraunhofer invente un instrument qui va révolutionner la physique, le spectroscope. En combinant un prisme et un télescope, il arrive à séparer les longueurs d'onde du visible avec une précision inégalée. Quelques années plus tard, Foucault et Kirchhoff vont utiliser l'appareil pour observer les longueurs d'onde émises par les atomes en laboratoire, mais aussi les longueurs d'onde émises par le Soleil. Grâce à ça, ils ont pu identifier les atomes présents à la surface du Soleil. En effet, chaque atome émet ou absorbe des longueurs d'onde à des valeurs bien précises, et ça permet de l'identifier un peu comme un code-barre. Mais, lors de l'éclipse de 1869, quelque chose d'inattendu se produit. En observant la couronne solaire, on détecte une longueur d'onde verte qui ne correspond à aucun atome connu. Les années passent et à chaque nouvelle éclipse, on observe précisément la même longueur d'onde. On en est quasiment certain, on a découvert un nouvel élément chimique. Voici l'histoire du mystérieux coronium. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je vais vous parler rapidement de là où je travaille. Certains le savent déjà, je suis prof de prépa à Toulon. On appelle ça une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Et nous, on est rattaché au lycée La Cordeille. La première année de prépa, c'est une MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et la deuxième année, c'est une PSI, physique et sciences de l'ingénieur. Voilà, c'est des filières très classiques en prépa. Vous pouvez intégrer la prépa à partir d'une terminale, grâce à Parcoursup. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir fait une terminale avec des matières scientifiques. Comme il n'y a que 2 options possibles en terminale, et qu'en prépa, il y a les 3 matières scientifiques, maths, physique et sciences de l'ingénieur, il y a forcément une des 3 matières que vous n'avez pas faites en terminale. C'est pas grave, on repart des bases, vous inquiétez pas. Alors nous, on est une prépa un petit peu spéciale. Notre atout, c'est qu'on n'est pas sur le campus du lycée, mais dans le bâtiment d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEN Toulon. Vous pouvez intégrer l'ISEN dès le bac et faire les 5 années directement dans l'école, mais vous pouvez aussi passer par notre prépa. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un parcours sécurisé. À la fin de la 2e année de prépa, si vous avez 10 de moyenne dans les matières scientifiques, vous êtes automatiquement admis dans l'école d'ingénieur en 3e année. Donc déjà, il y a cette tranquillité grâce au contrôle continu. Et en plus, au bout des 2 ans, si vous le préférez, vous pouvez intégrer d'autres écoles d'ingénieurs en passant les concours. ISEN, ça veut dire Institut supérieur d'électronique et de numérique. C'est une école d'ingénieurs généraliste, vous pouvez faire toutes sortes de métiers d'ingénieur à la sortie. Et les spécialités de l'école, c'est plutôt axé donc sur l'électronique et le numérique, avec des domaines comme la robotique, les objets connectés, la cyberdéfense, le big data, etc. Donc si ces domaines vous intéressent, vous pouvez passer par la prépa et ensuite intégrer l'ISEN. Et l'avantage, c'est que si en cours de route, vous changez d'avis et que vous voulez intégrer une autre école, vous pouvez passer les concours ou même être admis sur dossier dans une autre école. Le niveau de notre prépa, il est assez abordable. Pour être honnête, il n'y a pas d'élèves qui passent les ENS ou Polytechnique. Mais si vous voulez un environnement accueillant où on prend soin des élèves, avec un rythme de travail agréable, c'est le bon endroit. De manière générale, la prépa, c'est un système de formation incroyable qui est unique dans le monde. Et c'est très loin des clichés où on met des coups de fouet aux élèves, c'est pas du tout ça. Au contraire, on a un accompagnement continu, en douceur, avec des interros écrites et orales toutes les semaines. Et ça permet d'offrir un cadre aux élèves et d'éviter qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Donc si vous êtes en terminale, vous pouvez nous rejoindre avec Parcoursup. Et si vous êtes déjà en études après le bac, mais que vous voulez vous réorienter en cours d'année, l'école a mis en place une passerelle, ça s'appelle Prépa Rebond, et ça vous permet de valider la première année en 5 mois de formation intensive et d'intégrer la 2e année, la PSI, dès la rentrée suivante. Voilà, si vous êtes intéressé ou que vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est le premier lien en description. Et maintenant, place à la vidéo. Si on fait les mesures pendant les éclipses, c'est pour pouvoir observer la couronne sans être aveuglé par le Soleil lui-même. La surface du Soleil, c'est ce qu'on appelle la photosphère, c'est la zone qui émet quasiment toute la lumière qu'on reçoit. Au-dessus, on a la chromosphère, qui est la basse atmosphère de couleur rose-rouge. Et au-delà de la chromosphère, il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, la couronne solaire. Lors de l'éclipse de 1869, Young et Harkness vont détecter, chacun de leur côté, une longueur d'onde émise dans le verre par la couronne solaire. L'arrêt d'émission est situé à 530 nanomètres
et ils vont regarder dans les tables si ça correspond à un atome déjà connu. À cette longueur d'onde, il y a un élément, le fer, qui a effectivement une raie d'émission. Sauf que si c'était du fer, on verrait aussi les autres longueurs d'onde associées à cet élément. Si on observe un atome donné, on a toujours les mêmes raies d'émission, toujours aux mêmes endroits, un peu comme un code-barre. Or, ici, le rayonnement de la couronne solaire, il a cette mystérieuse raie d'émission à 530 nanomètres, il a effectivement d'autres raies d'émission, mais qui ne correspondent pas du tout aux raies d'émission du fer. Donc c'est pas le bon code-barre, ça colle pas. En plus de ça, lors des éclipses suivantes, on va refaire les mesures, et on se rend compte que la mystérieuse raie d'émission, elle est précisément à 530,3 nanomètres, alors que la longueur d'onde de la raie d'émission du fer, qu'on voulait faire correspondre, elle est à 531,7 nanomètres. Au début, avec les marges d'erreur, on pouvait les confondre, mais là, on en est sûr, ça correspond pas, c'est pas la bonne hypothèse. Du coup, beaucoup de scientifiques pensaient qu'on avait découvert un nouvel élément chimique. Ce nouvel élément est appelé le coronium en référence à la couronne solaire. Et on était à peu près convaincu qu'on allait finir par le détecter également sur Terre. D'autant plus qu'en 1868, on a découvert un nouvel élément chimique que vous connaissez bien, là aussi pendant une éclipse. C'est Jules Janssen qui a observé une raie d'émission dans le jaune cette fois à 587 nanomètres. Pour faire cette découverte, il a observé la chromosphère, donc la zone rose-rouge entre la surface du Soleil et la couronne solaire. Et quelques années plus tard, on a observé le même rayonnement sur Terre et on a isolé l'élément chimique responsable. On a trouvé le coupable pour la raie d'émission dans le jaune. C'est un atome très léger qui réagit très peu avec la matière. Et comme on l'a découvert sur le Soleil en premier et que le Soleil se dit Hélios en grec, on a appelé cet élément l'hélium. Voilà, la découverte de l'hélium, ça s'est fait en regardant le Soleil. Très bien, on a attrapé le coupable pour la raie d'émission dans le jaune, mais nous, ce qu'on veut, c'est expliquer la mystérieuse raie d'émission dans le vert, émise par la couronne solaire. Comme pour l'hélium, on veut observer le coronium sur Terre. Pour affiner leurs recherches, les scientifiques vont s'appuyer sur une classification géniale d'un savant russe, le fameux tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Au début, ce tableau, il ressemble à ça. Les éléments sont classés par colonne en fonction de leurs propriétés chimiques. Par exemple, dans la première colonne, on met ensemble l'hydrogène, le lithium, le sodium, parce qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. Ils vont former une seule liaison dans les molécules. Dans la deuxième colonne, les atomes vont former deux liaisons, etc. Mais si vous regardez bien, dans ce tableau, il n'y a pas l'hélium. Il sera rajouté dans une nouvelle colonne, avec le néon et l'argon. On appelle ça les gaz rares, et ce sont des atomes qui ne forment pas de liaison, ils restent tout seuls dans leur coin. Et la question qui se pose, c'est, est-ce que le coronium, ce serait pas un gaz rare lui aussi? Attendez. Non, CO, c'est pas le coronium, c'est le cobalt. Là, je vous montre le tableau bien rempli, mais ça s'est fait progressivement. Il y avait des trous dans le tableau, et Mendeleïev, dès qu'il voyait un trou, il prédisait qu'il allait avoir un nouvel élément à cet endroit-là, avec telle ou telle propriété chimique. Par exemple, il a prédit l'existence du gallium, l'élément numéro 31, il a même prédit que ça devait être 6 fois plus dense que l'eau. En 1875, Paul-Émile Lecoq découvre l'élément, mais il trouve une densité de 4,7. Donc là, Mendeleïev, il arrive en patron et lui dit « T'es bien gentil, mais tu refais tes mesures. Hein. » Oh, c'est qui le patron? Bombe le torse, relève le menton. C'est qui le patron? C'est moi. Lecoq retourne dans son laboratoire, il refait les mesures de manière plus précise, et il trouve une densité de 6, la valeur prédite par Mendeleïev. Donc le tableau fonctionne très bien, Mendeleïev prédit l'existence d'éléments de plus en plus lourds, mais maintenant qu'on a rajouté la colonne 0, la colonne des gaz rares avec l'hélium, le néon, il reste une place avant l'hydrogène. Donc peut-être qu'on pourrait prédire l'existence d'éléments plus légers que l'hydrogène. Peut-être que c'est ça le coronium, un gaz rare plus léger que l'hydrogène. En tout cas, c'est l'hypothèse de Mendeleïev à ce moment-là. Malheureusement, on a beau analyser toutes les substances du monde, on ne trouve jamais la mystérieuse raie d'émission à 530 nanomètres. À ce moment-là, et jusque dans les années 1930, les scientifiques n'ont aucune idée de comment résoudre le problème. Quand les atomes se lient les uns aux autres pour former des molécules, ils partagent un certain nombre d'électrons. Et les colonnes du tableau, ça correspond au nombre d'électrons que l'atome partage. Par exemple, le calcium dans la colonne 2,
il va partager 2 électrons pour former 2 liaisons chimiques. Mais lors d'un choc, il peut aussi tout simplement perdre ces 2 électrons. L'atome calcium devient alors l'ion calcium, Ca2+, on dit qu'il s'est fait ioniser. Et au fil des expériences, on se rend compte qu'on peut arracher plus d'électrons que prévu aux atomes. Le calcium, deuxième colonne, typiquement on va lui enlever 2 électrons, mais avec suffisamment d'énergie, on peut lui en enlever 3, 4, 5 sans problème. Et attention, c'est le moment important là, quand on calcule les longueurs d'onde émises par ces atomes qui ont été ionisés, par ces atomes qui ont perdu des électrons, on trouve des longueurs d'onde différentes des atomes de base. Le fait d'avoir perdu des électrons décale les raies d'émission. Le code barre, l'empreinte digitale de l'atome, est modifiée. Tiens, est-ce qu'on tiendrait pas une piste là? Dans l'atome, les électrons occupent des niveaux d'énergie un peu comme les étages d'un immeuble. Quand la température augmente, il y a suffisamment d'énergie pour carrément arracher des électrons à l'atome, mais aussi pour faire monter des électrons aux étages supérieurs. Par exemple, une première collision va arracher 5 électrons à l'atome, et en même temps des électrons de basse énergie vont monter aux étages supérieurs. Généralement, on a une deuxième collision qui vient ramener ces électrons à plus basse énergie. Mais si le milieu est suffisamment chaud pour qu'il y ait la première collision, mais que ce milieu est très peu dense, il va falloir attendre très longtemps avant qu'il y ait une deuxième collision. Et au bout d'un moment, en fait, les électrons, ils vont redescendre tout seuls. Et en faisant ça, ils vont émettre de la lumière. Donc ça, c'est possible dans un milieu très chaud et très peu dense, par exemple, la couronne solaire. Maintenant, grâce à la mécanique quantique, on sait calculer la longueur d'onde de la lumière qui est émise quand les électrons descendent, et c'est Bengt Hedlund qui, en 1930, va montrer que la mystérieuse lumière verte à 530 nanomètres vient bien du fer, mais pas de l'atome neutre, sinon on l'aurait capté dès le début, on aurait vu les autres longueurs d'onde dans le spectre, vu qu'on connaît le code barre du fer. Non, ça vient d'un atome de fer qui a perdu des électrons. À la base, il en a 26, là c'est du fer qui a perdu 13 électrons, c'est du fer 13+. Donc il n'y a pas de coronium, il n'y a pas de nouvel élément, c'était du fer ionisé, du fer qui a perdu des électrons. Et le fait de perdre des électrons, ça a décalé les raies d'émission, ça a décalé les longueurs d'onde, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas reconnu. À ce moment-là, on a pu calculer quelle est la température nécessaire pour arracher autant d'électrons. On a trouvé une température supérieure à 1 million de degrés. Et ça, c'est très surprenant parce que le cœur du Soleil, il est à plusieurs millions de degrés, ok, mais la surface du Soleil, elle est à 6000 degrés seulement. Ici, on trouve que la couronne solaire, qui émet la mystérieuse lumière verte, elle est au moins à 1 million de degrés. Ça a été confirmé en regardant la couronne dans les rayons X. La température dépasse même les 2 millions de degrés. Et croyez-le ou non, on n'a aucune idée de ce qui réchauffe la couronne solaire à ce point. On a 2-3 hypothèses, mais globalement on ne sait pas. Voilà, en physique, il y a encore plein de problèmes ouverts. On va passer aux questions. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller voir mes chaînes secondaires. Et j'ai aussi une annonce importante à vous faire, je vous dis ça tout à la fin. Question de Frédéric J. On peut déterminer quels sont les atomes et molécules de l'atmosphère d'une planète ou d'une étoile en étudiant le spectre de la lumière émise. Mais qu'en est-il de corps tels que les naines blanches ou étoiles à neutrons, qui ne sont plus vraiment formés d'atomes au sens où on l'entend? Autrement dit, à quoi ressemble le spectre d'absorption de tels objets? Alors pour les naines blanches, on peut regarder le spectre, effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les classe. L'atmosphère, c'est souvent soit de l'hydrogène, soit de l'hélium. Et l'atmosphère d'une naine blanche, la gravité est tellement forte que les éléments vont être triés. Donc très souvent, les plus denses vont se retrouver en bas et les moins denses en haut. Et très souvent, on détecte seulement la couche du dessus, donc quasiment qu'un seul atome, et très souvent c'est de l'hydrogène. Donc depuis la Terre, on détecte le spectre de l'hydrogène. Si c'est le cas, on dit que la naine blanche est de catégorie DA. Si c'est de l'hélium, on dit qu'elle est de catégorie DB. Vous pouvez aussi détecter à la fois de l'hydrogène et de l'hélium, quand les couches ne sont pas totalement séparées. Dans ce cas-là, on dit que la naine blanche est de catégorie DBA. Vous pouvez détecter du carbone, là on dit que la naine blanche est de catégorie DQ, etc. Donc voilà à quoi ressemble le spectre d'une naine blanche. On a une première bosse à haute énergie, donc à petite longueur d'onde. Ça, c'est directement relié à l'étoile, à la naine blanche. Et on voit qu'un peu décalé, aux plus hautes longueurs d'onde, donc à plus basse énergie, on a un autre pic, une autre petite bosse. Et ça, c'est dû au disque d'accrétion, la matière qu'il y a autour de l'étoile. Et cette matière, elle est à plus basse température.
Donc plus basse énergie d'émission, donc plus grande longueur d'onde. Et on voit qu'il y a plein de petits trous sur le spectre, et donc comme ce qu'on a dit avant, on peut en déduire la composition de l'étoile, et d'ailleurs on peut aussi en déduire la composition du disque d'accrétion. Autre chose de très intéressant, sur cette image, on voit que les raies d'absorption de la naine blanche sont élargies par rapport aux étoiles classiques. Donc ici on a la géante bleue qui a des raies d'absorption, la naine blanche a les mêmes raies d'absorption aux mêmes fréquences, mais avec un élargissement. Cet élargissement, il est dû à la densité très élevée de la naine blanche, les atomes sont comprimés les uns sur les autres, et donc la pression est très élevée, et du coup il va y avoir plein de collisions dans tous les sens. On l'a vu, quand un atome absorbe de la lumière, la longueur d'onde dépend de l'énergie de l'atome, des niveaux d'énergie dans l'atome, mais si au moment de l'absorption il y a une collision, eh ben, la collision elle peut donner un petit peu d'énergie à l'atome, ou lui en prendre un petit peu, et donc ça va décaler un peu les niveaux d'énergie aléatoirement, et du coup ça va décaler les longueurs d'onde. Donc au lieu d'avoir une absorption pile à la même longueur d'onde tout le temps, ben on a des petits décalages, et ça crée une certaine largeur de bande, un certain élargissement. Et d'ailleurs, plus l'étoile est dense, et plus il y a d'élargissement, et donc en mesurant cet élargissement, on peut en déduire la densité de l'étoile. Et pour répondre à la partie sur l'étoile à neutrons, là effectivement il y a quasiment plus d'atomes, donc on ne détecte pas de raies d'absorption, et du coup c'est très difficile de savoir quelle est la composition de la surface. Ok, et maintenant l'annonce, on va tester un truc. Juste à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir me retrouver en live sur Twitch, je mets le lien en description. Donc n'hésitez pas à passer, je vais répondre aux questions, et on va aussi discuter de ce que j'avais prévu de mettre dans cette vidéo, mais finalement j'ai pas eu le temps de le mettre. On va discuter de ce moment où on a cru avoir détecté de la vie sur Vénus, ou en tout cas des molécules nécessaires à la vie. Donc je vous en parle un petit peu sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et si vous voyez cette vidéo plusieurs jours après, il se peut que je refasse des lives, donc allez voir sur Twitch, je serai sûrement en live à ce moment-là.